Mon beau-frère m'a publiquement humilié devant 23 parents parce que mon épaule a accidentellement frôlé son bras. Au lieu de prendre ma défense, ma sœur m'a dit de m'excuser ou de partir. J'ai pris mes clés et je suis parti sans regarder en arrière. Des heures plus tard, ils sont rentrés chez eux et ont eu une surprise inattendue. Evan a déchiré l'enveloppe sur le champ, dans l'allée, et pendant une seconde, j'ai vu toute la semaine d'un homme s'effondrer en temps réel. Ses yeux ont parcouru la page une fois, puis une autre, plus lentement, comme si les mots pouvaient se réarranger en quelque chose auquel il pourrait survivre. C'est une erreur, a-t-il dit. Pas à Nathan Whitmore, pas à moi puisque je n'étais pas encore là, mais au papier lui-même, comme s'il lui devait des excuses. Derrière lui, la porte d'entrée de la maison où il avait vécu pendant 6 ans était ouverte. Un serrurier était agenouillé près du cadre, installant déjà un nouveau pêne dormant. Le VUS de Lorraine tournait encore dans l'allée, la portière ouverte parce qu'elle avait cessé de croire que c'était réel environ 4 secondes après avoir vu la deuxième voiture garée au bord du trottoir. 3 heures plus tôt, je me tenais dans cette même allée, de la limonade imbibant mes chaussures, me faisant dire de quitter le barbecue de ma propre famille. Je veux vous raconter comment je suis passé de ce moment à celui-ci. Parce que la distance entre eux est toute l'histoire. Ce n'est pas une histoire de vengeance. C'est une histoire de paperasse. Et la paperasse, il s'avère, se moque de la force avec laquelle vous criez. C'est moi qui étais arrivé à 8 heures. Ce n'est pas une plainte ou ce n'était pas censé en être une. C'était juste un fait. J'avais toujours été la première arrivée. Celle qui installait les tables pliantes et tirait la rallonge pour le haut-parleur et comprenait pourquoi la pompe du château gonflable ne tenait pas la charge. Les réunions de famille passaient par moi de la même manière que la plomberie traverse une maison. Invisible jusqu'à ce que quelque chose se brise. Mon nom est Claire Bennett. J'ai 34 ans. Je m'occupe des comptes clients pour un distributeur de fournitures médicales. Et jusqu'à ce samedi-là, je vous aurais dit que ma famille était normale. Bruyante, parfois mesquine, mais normale. Le genre de normalité où le cousin de quelqu'un se présente toujours avec 2 heures de retard et l'oncle de quelqu'un boit toujours une bière de trop et tout le monde s'en plaint sur le parking après et revient l'année suivante. Quoi qu'il en soit, ma sœur Lorraine a 2 ans de plus que moi. Nous n'avions jamais été proches de la manière naturelle dont les sœurs sont censées l'être dans les films, mais nous avions été assez proches. Elle a épousé Evan Mercer il y a 9 ans. Et pendant la plupart de ces 9 années, je l'aurais décrit comme correct. Un peu imbu de lui-même. Le genre de gars qui expliquait des choses que vous saviez déjà sur un ton qui suggérait qu'il vous rendait service. Mais correct, de la famille, correct. La maison où se déroulait le barbecue, la maison où Lorraine et Evan avaient vécu ces 6 dernières années, appartenait sur le papier à mon grand-père, Walter, jusqu'au jour de sa mort il y a 7 mois. Tout le monde supposait qu'elle revenait à Lorraine. C'est elle qui avait emménagé pendant ces dernières années, quand les escaliers étaient devenus trop difficiles pour lui et que quelqu'un devait être là la nuit. Elle préparait ses repas. Elle le conduisait à ses rendez-vous de cardiologie. Evan réparait les gouttières et tondait la pelouse en été. De l'extérieur, cela ressemblait exactement à ce que cela devait ressembler. La famille prenant soin des siens et la maison revenant naturellement entre les mains de ceux qui l'avaient mérité. Ce que presque personne ne savait, ce que je savais, parce que Walter me l'avait dit lui-même 11 mois avant sa mort, assis à sa table de cuisine avec un bloc-notes et une tasse de déca qu'il n'a jamais terminé, c'est que l'arrangement était formel. Lorraine et Evan y vivaient en vertu de ce qu'on appelle un accord d'occupation rédigé par un avocat spécialisé en succession nommé Nathan Whitmore, avec des conditions attachées. La maison elle-même se trouvait dans une fiducie. Walter l'avait arrangé de cette façon exprès, m'avait-il dit, parce qu'il avait vu 2 de ses propres frères et sœurs se détruire pour un testament 40 ans plus tôt et il n'était pas intéressé à faire cela à ses petits-enfants. Je fais confiance à Lorraine pour y vivre, avait-il dit. Je lui fais confiance pour en prendre soin, mais je ne laisse rien qui ne soit pas cloué pour que quelqu'un se batte pour ça après mon départ. Je lui ai demandé, à moitié en plaisantant, qui possédait réellement la maison alors? Il m'a regardé une seconde de trop avant de répondre. Tu le sauras quand ça comptera. Je n'ai pas repensé à cette conversation pendant 11 mois. Je n'avais aucune raison de le faire. Je suis allé aux funérailles. J'ai apporté une casserole à la réception. J'ai aidé Lorraine à emballer les vêtements de Walter pour les donner. Et je n'ai jamais posé une seule question à Nathan Whitmore sur la fiducie parce que ce n'était pas à moi de le faire. C'est ce que je me disais. Ce n'était pas mes affaires.
J'ai passé ce samedi matin à faire ce que je faisais toujours. J'ai acheté les décorations, une bannière, des nappes en plastique, et un bleu que Lorraine aimait, des cierges magiques pour les enfants même si ce n'était pas un jour férié. J'ai acheté les boissons. J'ai acheté les steaks qu'Evan avait spécifiquement demandé, les faux filets chers du boucher de l'autre côté de la ville au lieu de l'épicerie parce qu'il l'avait mentionné 2 fois dans le chat de groupe familial, et je ne voulais pas en entendre parler si je prenais la mauvaise coupe. J'étais à la maison depuis 8 heures, à préparer une fête pour 23 personnes qui, à 16 heures cet après-midi-là, ne pourraient plus me regarder. Il n'y avait aucun signe avant-coureur ce matin-là. Je veux être honnête à ce sujet parce que l'histoire serait plus simple s'il y en avait eu. Si Evan m'avait crié dessus pour une petite chose. Si Lorraine avait semblé distante. Si j'avais senti une sorte de malaise sous la surface de la journée. Il n'y en avait pas. C'était un samedi normal. Ma tante Denise a complimenté les nappes. Les enfants de mon cousin ont couru sous l'arroseur. Le chien de quelqu'un s'est servi dans le bol de chips et tout le monde en a ri. J'ai porté le plateau de boissons vers la table pliante vers 15h30, me faufilant entre les chaises de jardin, et mon épaule a frôlé le bras d'Evan, à peine. Le genre de contact que vous oublieriez dans la minute qui suit, s'il était même enregistré. Sa voix a retenti si fort que la musique s'est arrêtée. Je ne dis pas ça comme une figure de style. Le téléphone de quelqu'un jouait de la musique sur un haut-parleur portable sur la table de pique-nique. Et la voix d'Evan l'a couverte si fort que la personne la plus proche s'est penchée et a coupé le volume. Comme si la cour elle-même grimaçait. Mon plateau a heurté le sol. De la limonade a imbibé mes chaussures. 23 parents se sont figés en pleine bouchée. Evan se tenait au-dessus de moi, pointant un doigt vers mon visage assez fort pour que toute la cour l'entende. Ne me touche plus jamais. Tout le monde l'a vu. Pas moi. Mon épaule avait à peine effleuré son bras. Quelqu'un a bousculé la table derrière moi. Regardez-la, dit-il en se tournant vers la cour, la voix dégoulinante de moquerie. Elle ne peut même pas porter un plateau sans faire de scène. Il a montré le désordre. Nettoie ça, puis pars. J'ai regardé autour de moi dans la cour. Mon cousin fixait son assiette. Ma tante a détourné le regard. Personne n'a bougé. Je veux décrire ce que j'ai ressenti parce que je pense que les gens qui n'ont pas vécu ça supposent que ce serait d'abord de la colère. Ce n'était pas le cas. C'était comme si je me tenais en dehors de mon propre corps pendant une seconde, regardant 23 personnes que j'avais connues toute ma vie décider en temps réel que le chemin de moindre résistance était le silence. Mon oncle roi avait la bouche pleine de salade de pommes de terre et continuait à mâcher très lentement, fixant son assiette comme si elle était soudainement devenue l'objet le plus intéressant de la cour. La main de ma cousine Mélissa était figée à mi-chemin de son verre. Puis ma sœur Lorraine s'est approchée. Je pensais qu'elle allait voir si j'allais bien. J'ai vraiment pensé ça dans la demi-seconde avant qu'elle ne nous atteigne, une vieille partie stupide et pleine d'espoir de moi s'attendait à ce qu'elle pose une main sur mon bras et me demande si j'allais bien. Au lieu de ça, elle s'est tenue à côté de son mari, s'est excusée auprès d'Evan. Lorraine, il vient de me démolir devant tout le monde. Son visage s'est durci. Excuse-toi, Claire, ou pars. J'avais acheté les décorations ce matin-là, les boissons, les steaks. Evan avait demandé quelque chose de spécial. J'étais là depuis 8 heures à préparer une fête pour des gens qui ne me regarderaient même pas maintenant. Non. Evan a ri d'un air suffisant comme si mon refus prouvait quelque chose. Lorraine a montré la porte, alors pars. Mes mains tremblaient tellement que j'ai fait tomber mes clés 2 fois en allant à la voiture. Derrière la clôture, les rires sont revenus rapidement. Personne ne m'a suivi. Je suis resté assise sur le siège du conducteur pendant 1 minute entière avant de pouvoir faire coopérer mes mains suffisamment pour mettre la clé dans le contact. Sa voix résonnait encore dans mes oreilles. Elle ne peut même pas porter un plateau sans faire de scène, tournant en boucle de cette manière spécifique. Les boucles d'humiliation où vous continuez à rejouer la scène en cherchant la sortie. Vous avez manqué la chose que vous auriez dû dire. Mon téléphone a vibré. Un numéro que je ne reconnaissais pas. Whitmore et Haye, conseil en succession. Appel urgent demandé. J'ai failli l'ignorer. Je me souviens avoir pensé avec une étrange platitude que je n'avais pas de place pour une chose de plus ce samedi-là. Puis il a vibré à nouveau. L'accord d'occupation peut être résilié aujourd'hui.
J'ai fixé ces mots dans mon allée pendant un long moment avant de comprendre ce qu'ils signifiaient. Non pas parce que la phrase était compliquée, mais parce que je ne m'étais pas permis de penser pendant 11 mois à ce que Walter avait réellement voulu dire quand il avait dit « Tu le sauras quand ça comptera ». Pendant une minute, j'ai essayé de me dissuader de rappeler. C'est probablement une erreur, me suis-je dit. Une affaire de bureau, une vieille adresse dans les dossiers, rien à voir avec aujourd'hui. J'avais eu un après-midi humiliant. Je n'avais pas besoin d'ajouter un étrange appel téléphonique par-dessus et de transformer une mauvaise journée en quelque chose de plus étrange. J'ai mis le téléphone dans le porte-gobelet et je suis resté assise là encore 30 secondes en me disant que ce n'était rien. De la même manière que je m'étais dit pendant des années que les commentaires d'Evan au dîner de fête n'étaient rien, que le silence de Lorraine n'était rien, que rien de tout cela ne s'additionnait à quelque chose qui méritait d'être nommé à voix haute. Puis j'ai baissé les yeux et j'ai réalisé que je tenais toujours mes propres clés tombées dans mon autre main, celles que j'avais maladroitement laissées tomber 2 fois en quittant cette cour. Et quelque chose dans la conjonction de ces deux choses, le message sur le téléphone, les clés dans ma paume, a fait que le rien ressemblait exactement à ce qu'il avait toujours été. Une histoire que je me racontais pour ne pas avoir à affronter quelque chose de plus difficile. J'ai rappelé Nathan Whitmore dès que je suis rentré à la maison, debout dans ma cuisine avec mes chaussures encore trempées. « Claire, êtes-vous en sécurité ?» a-t-il demandé en premier. Pas ce qui s'est passé, pas êtes-vous sûr. Êtes-vous en sécurité? Quelque chose dans ma poitrine s'est fissuré à cette question. Je ne sais pas si je peux expliquer entièrement pourquoi. Peut-être parce que c'était la première question que quelqu'un m'avait posée de toute la journée qui n'était pas vraiment une accusation déguisée en inquiétude. Je suis à la maison, ai-je dit. Nous avons déjà eu 2 appels, a-t-il dit. Votre tante, le frère d'Evan. Aucun des deux n'avait dit un mot dans cette cour. J'ai classé cette information sans savoir encore quoi en faire. L'accord d'occupation a une clause, a dit Nathan. Harcèlement, humiliation publique, un schéma de cruauté envers vous spécifiquement. Si aujourd'hui compte, est clair, d'après ce que j'entends, ça compte, vous pouvez résilier l'accord immédiatement. Je veux être clair sur quelque chose ici parce que c'est la partie de l'histoire que les gens comprennent parfois mal quand ils l'entendent de seconde main. Je ne savais pas en arrivant à ce barbecue que j'avais ce genre de pouvoir. Je n'étais pas assise sur une arme secrète que j'attendais d'utiliser. J'avais presque entièrement oublié la conversation avec mon grand-père. Ce qui s'est passé ensuite n'était pas un piège que j'avais tendu. C'était une porte qui avait existé tout le temps et que je n'ai trouvée que parce que quelqu'un m'a finalement dit qu'elle était là. Expliquez-moi, ai-je dit lentement. Nathan l'a fait. La fiducie que Walter avait établie me nommait, pas Lorraine, comme la bénéficiaire qui détiendrait la propriété purement et simplement, avec Lorraine et Evan autorisés à y vivre en vertu d'un accord d'occupation formel révocable sous des conditions spécifiques. Dont l'une était le harcèlement ou l'humiliation documentée du bénéficiaire par l'un ou l'autre des occupants. Walter l'avait rédigé 11 mois avant sa mort, la même semaine où il m'avait assise à sa table de cuisine. Il savait, me suis-je dit à moitié à moi-même, il savait que cela pourrait arriver. Il ne le savait pas spécifiquement, a dit Nathan prudemment, mais il avait assez vu comment Evan vous traitait lors des réunions de famille au fil des ans pour intégrer une protection. Ces mots pour moi lorsque nous l'avons rédigé étaient qu'il voulait que vous soyez protégés, pas seulement pourvus. J'ai posé à Nathan la question évidente. Que arrive-t-il à Lorraine et Evan si je fais ça? Ils auraient 30 jours dans des circonstances normales, en vertu de la clause de harcèlement avec une documentation suffisante, cela peut être considérablement raccourci, parfois avec effet immédiat avec une date de procès à suivre pour tout ce qui est contesté. Aujourd'hui, ai-je dit, cela peut-il arriver aujourd'hui? Il y a eu une pause sur la ligne. Le genre de pause que j'avais appris à reconnaître au cours des semaines suivantes comme étant Nathan choisissant ses prochains mots avec un soin réel. Cela peut être signifié aujourd'hui. Que ce soit effectif aujourd'hui dépend de la documentation. J'ai besoin de quelque chose au-delà de votre récit de ce qui s'est passé, des témoins, quoi que ce soit par écrit. J'ai pensé à la cour. 23 personnes, et aucune d'entre elles n'avait dit un mot à voix haute, mais ma tante Denise avait appelé le bureau de Nathan. Le propre frère d'Evan avait appelé le bureau de Nathan. Aucune de ces personnes ne m'avait défendu en face, et tous deux avaient apparemment pris le téléphone dans l'heure. J'ai d'abord appelé ma tante Denise. Elle a répondu à la première sonnerie, ce qui m'a dit qu'elle attendait. J'aurais dû dire quelque chose, a-t-elle dit avant que je puisse formuler une phrase complète. Claire, j'aurais dû dire quelque chose dans cette cour,
et je ne l'ai pas fait, et j'en ai honte. J'ai appelé Nathan parce que je ne savais pas quoi faire d'autre et je n'allais pas le dire en face et puis laisser ça disparaître. Lui direz-vous ce que vous avez vu par écrit? Oui, a-t-elle dit immédiatement. Oui, je vais l'écrire tout de suite. C'était la première preuve d'un schéma que je n'avais pas reconnu alors que j'étais dans cette cour. La différence entre ce que les gens sont prêts à faire devant une foule et ce qu'ils sont prêts à faire après, seuls, quand personne ne les regarde décider. Le frère d'Evan, un homme calme nommé Peter, avec qui j'avais peut-être échangé 50 mots en 9 ans, a appelé le bureau de Nathan à 16h52, 20 minutes après qu'on m'ait dit de quitter la cour. Je l'ai rappelé ce soir-là. Il avait l'air fatigué d'une manière spécifique, la manière dont les gens ont l'air fatigués quand ils ont porté quelque chose pendant longtemps et le déposent enfin. Ce n'est pas la première fois, a dit Peter. C'est juste la première fois que ça arrive là où tout le monde pouvait le voir. Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire et il m'a raconté d'une voix plate et prudente 2 autres incidents au fil des ans. Un Thanksgiving où Evan avait fait une scène à propos d'un plat de service, une fête d'anniversaire où il avait humilié un serveur assez fort pour que le directeur du restaurant vienne. Les 2 fois, a dit Peter, Lorraine avait fait la même chose que dans cette cour, s'était tenue à côté de son mari, avait demandé à l'autre personne de s'excuser. Pourquoi n'as-tu jamais rien dit? Ai-je demandé, et je veux être honnête, c'est sorti plus sèchement que je ne le voulais. Parce que ce n'était jamais aussi grave, a-t-il dit. Et parce qu'à chaque fois je me disais que c'était un événement unique, et je ne voulais pas être le gars qui fait exploser une famille pour un mauvais après-midi, je n'arrêtais pas de me dire que ce n'était rien. Je ne suis pas fier de ça. Je comprenais cette logique, même si je détestais l'entendre à voix haute, parce que j'avais fait une version de cela moi-même pendant des années. Chaque commentaire légèrement blessant qu'Evan avait fait à un dîner de fête que j'avais absorbé et dépassé, en me disant que ça ne valait pas la peine de se battre. Je n'avais pas tenu les comptes. Il s'est avéré que d'autres personnes avaient tenu les comptes sans me le dire, et le nombre avait simplement augmenté tranquillement chaque année. Personne n'a rien dit. Peter a accepté de mettre son récit par écrit aussi. À 21h ce soir-là, Nathan avait 3 déclarations. La mienne, celle de ma tante et celle de Peter, décrivant non seulement le barbecue, mais un schéma s'étendant sur des années. C'est plus que suffisant, a dit Nathan. Je veux être direct avec vous sur ce qui se passera ensuite, car une fois que nous commençons, Claire, cela devient sérieux. Ce n'est pas un appel téléphonique que vous pouvez annuler. Alors, son choix de m'humilier devant tous ceux que j'aime, ai-je dit. Compris, a dit Nathan. Alors, voici le processus. Ce à quoi je ne m'attendais pas, et ce que Nathan m'a expliqué 2 jours plus tard, c'est que la résiliation de l'accord d'occupation n'était pas la seule chose qui se déclenchait. Parce que la maison se trouvait dans une fiducie formelle, tout litige concernant l'accord exigeait automatiquement un examen financier, un audit de qui avait payé pourquoi pendant les 6 années où Lorraine et Evan y avaient vécu. Puisque la fiducie exigeait une comptabilité des coûts d'entretien, des réparations et des impôts fonciers pour déterminer ce que, le cas échéant, l'une ou l'autre des parties devait à l'autre. Nathan a fait appel à une comptable judiciaire nommée Priya Anand, 22 ans d'expérience dans les litiges de succession et de fiducie, pour s'en occuper. Elle m'a appelé le mardi suivant. Je veux fixer les attentes, a-t-elle dit. Cela ne va pas être rapide, et cela ne va pas être simple. Les fiducies comme celle-ci génèrent du papier. J'aurai besoin de relevés bancaires, de factures d'entrepreneurs, de dossiers fiscaux, de tout ce que l'une ou l'autre des parties peut produire. Que cherchez-vous exactement? 2 choses, a-t-elle dit. Si les occupants ont respecté les obligations d'entretien inscrites dans l'accord, et s'il y a eu un mélange de fonds de la fiducie avec des fonds personnels, ce qui arrive plus souvent qu'on ne le pense. Généralement pas par malveillance, juste par négligence. Je ne pars pas du principe que quelqu'un a fait quelque chose de mal. Je regarde et je laisse les chiffres me le dire. Je me suis dit que je me sentirais neutre en entendant parler d'un méfait hypothétique de la part de Lorraine, car je ne voulais toujours pas croire, même cette semaine-là, qu'elle avait fait quelque chose de délibérément malhonnête. Elle avait été négligente avec moi, cruelle même, mais je ne la considérais pas comme une voleuse. Pendant que Priya travaillait, j'ai fait ma propre version silencieuse de la même chose, en ressortant 9 ans de vieilles conversations textuelles et un dossier de reçus que j'avais gardé par habitude plutôt que par suspicion. Je me suis dit que j'étais juste minutieuse, que s'il y avait une lacune dans les chiffres, ce serait quelque chose d'ordinaire. Un entrepreneur payé en espèces, un reçu qui n'a jamais été classé.
Le genre de comptabilité négligente qui se produit dans chaque famille, pas une trahison. J'ai trouvé un texto d'il y a 3 ans où Lorraine avait mentionné avoir finalement réglé le problème du toit. Et pendant un moment, je me suis laissé croire que cela expliquait tout, que l'argent était allé exactement là où il était censé aller, et que Priya trouverait simplement la trace écrite que j'avais manquée. J'ai appelé moi-même l'entreprise de couverture, celle que Lorraine avait mentionnée par son nom dans ce vieux texto, principalement pour me rassurer avant que le rapport de Priya n'arrive. La femme au téléphone était polie et confuse à parts égales. Il n'avait aucune trace d'un travail à cette adresse, m'a-t-elle dit. Pas cette année-là, ni aucune autre année. Je suis resté assise avec le téléphone encore dans ma main pendant un long moment après, sentant quelque chose changer sous l'histoire que je m'étais racontée toute la semaine. Priya a rappelé 11 jours plus tard avec ses conclusions, et son ton au téléphone était différent, mesuré, professionnel, le ton de quelqu'un qui livre quelque chose qu'elle sait qui va frapper fort, peu importe avec quelle précaution elle le formule. Il y a un écart, a-t-elle dit. Sur environ 4 ans, environ 31 000 $ de fonds de maintenance désignés par la fiducie ont été retirés, et je ne peux les rattacher à aucune réparation, facture ou paiement d'entrepreneur correspondant. Ils ont été versés sur un compte personnel à la place. Le compte de qui? Un compte joint. Les 2 noms dessus. Mes mains ne tremblaient pas encore. C'est venu plus tard. À ce moment-là, j'avais juste froid. Le froid spécifique d'un fait qui réorganise tout ce que vous pensiez comprendre d'une personne. Je me suis dit qu'il devait y avoir une explication. J'ai dit, plus pour moi-même que pour Priya. Il pourrait y en avoir une, a-t-elle dit. Je n'accuse personne de quoi que ce soit. Je vous dis ce que les chiffres montrent. C'est à eux deux de fournir des explications s'ils le souhaitent. Je n'ai pas appelé Lorraine directement. Nathan l'a déconseillé. Et pour une fois, je n'ai pas discuté. Toute communication devrait passer par un avocat à partir de maintenant, a-t-il dit. Non pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, Claire, mais parce que tout ce que vous lui dites directement maintenant peut être interprété de 6 manières différentes plus tard, et je ne veux pas vous exposer à cela. Au lieu de cela, Nathan a envoyé un avis formel le lundi suivant, 6 jours après le barbecue, informant Lorraine et Evan que l'accord d'occupation était résilié pour motif valable, citant la clause de harcèlement avec une copie des 3 déclarations écrites jointes. Et les informant séparément que l'examen financier de la fiducie avait identifié un écart qui devrait être résolu. Lorraine m'a envoyé un texto ce soir-là. J'ai encore les messages. Tu fais ça à cause d'un mauvais après-midi pour une épaule frôlée. Tu sais ce que cette maison signifie pour moi? Tu sais, je me suis occupé de grand-père pendant des années. C'est insensé, Claire. C'est vraiment insensé. J'espère que tu es heureuse. J'ai tapé 4 réponses différentes et je les ai toutes supprimées. Ce qui m'a finalement arrêté, ce n'était pas exactement la retenue. C'était de me souvenir très spécifiquement du son de sa voix dans la cour. Excuse-toi, Claire, ou pars. Pas un mot sur le doigt pointé sur mon visage. Pas un mot sur 6 ans de petites remarques que j'avais avalées parce que je ne voulais pas être la personne difficile. J'ai renvoyé une seule ligne. Parle à Nathan. Elle a appelé 4 fois cette nuit-là. J'ai laissé les 4 appels aller sur la messagerie vocale. Au 4e, son ton était passé de la colère à quelque chose de plus proche de la panique. Et pendant une seconde, juste une seconde, le vieil instinct a refait surface, celui qui avait été entraîné pendant 34 ans à arranger les choses, à aplanir les différends, à s'assurer que tout le monde était à l'aise, même quand je ne l'étais pas. J'ai pris mon téléphone pour la rappeler. Puis je l'ai reposé. Certaines choses que vous ne pouvez pas réparer en étant la plus intelligente une fois de plus. Certaines choses ont juste besoin de suivre leur cours. Les 10 jours suivants ont été la chose la plus proche d'une véritable crise que j'ai connue depuis des années. Et ce n'était pas dramatique comme on pourrait s'y attendre. C'était administratif, ce qui, d'une certaine manière, rendait les choses pires. Une crise par la paperasse. L'audit de Priya s'est élargi. Ce qui avait semblé être un seul écart s'est avéré être un schéma, des retraits plus petits sur 4 ans, chacun plausible en soi, s'additionnant à quelque chose qui a cessé de ressembler à de la négligence et a commencé à paraître délibéré. Evan, il s'est avéré, avait contracté un prêt personnel 2 ans plus tôt, utilisant la maison comme garantie informelle dans une conversation avec un prêteur privé, quelque chose qu'il n'avait aucun droit légal de faire puisque la maison n'était pas la sienne.
Et l'avocat de ce prêteur a contacté directement le bureau de Nathan une fois que la nouvelle s'est répandue que la propriété était contestée. En même temps, Lorraine a engagé son propre avocat, un ami de la famille nommé Robert Egenard, que j'avais rencontré exactement 2 fois lors de fêtes de fin d'année. Et il a envoyé à Nathan une lettre contestant le calendrier, arguant que la clause de harcèlement exigeait un schéma documenté, pas un seul incident. C'est en fait un argument juridique raisonnable, m'a dit Nathan, avec le genre d'honnêteté que j'avais appris à apprécier de sa part, même quand ce n'était pas ce que je voulais entendre. Un seul incident est un cas plus mince qu'un schéma. S'il n'y avait eu que le barbecue, je serais plus inquiet de la façon dont cela se déroulerait. Mais ce n'est pas seulement le barbecue. Non, a-t-il dit, ce n'est pas le cas. Nous avons la déclaration de Peter décrivant 2 incidents antérieurs. Nous avons la déclaration de votre tante. Et maintenant, nous avons une irrégularité financière qui va obliger Lorraine et Evan à s'expliquer, quelle que soit la résolution du litige d'occupation. Ces 2 choses vont finir par évoluer ensemble, que les 2 parties le veuillent ou non. J'avais, selon l'estimation de Nathan, environ 24 heures avant que Robert ne dépose une motion qui gèlerait la résiliation en attendant une audience, ce qui pourrait prendre des mois. Pendant lesquels Lorraine et Evan continueraient à vivre dans la maison tandis que l'examen financier s'éterniserait en parallèle, et pendant lequel je devrais m'asseoir en face de ma sœur dans une salle d'audience, expliquant à voix haute devant un juge. Chaque petite cruauté que j'avais absorbée pendant 9 ans parce que je ne voulais pas être dramatique à ce sujet. Je ne veux pas que ça traîne pendant des mois, ai-je dit à Nathan. Je ne veux pas d'une audience où je dois jouer à quel point je suis blessé pour un étranger en robe. Alors nous agissons en premier, a-t-il dit. Aujourd'hui, si nous pouvons exécuter la résiliation et signifier l'avis avant que Egenard ne dépose, nous ne demandons pas à un juge d'annuler quelque chose qui s'est déjà produit. Nous défendons quelque chose qui est déjà en mouvement. C'est une position plus forte, mais cela signifie que tout se passe vite et que cela se passe sans avertissement pour eux. Mes mains tremblaient à nouveau. Le même tremblement que dans l'allée 6 jours plus tôt, sauf que cette fois, ce n'était pas l'humiliation qui me parcourait. C'était le vertige spécifique d'avoir un pouvoir réel et de ne pas être sûr sur le moment si j'avais le courage de l'utiliser. Faites-le, ai-je dit, aujourd'hui. Nathan a agi vite une fois que j'ai donné le mot, plus vite que je ne m'attendais à ce qu'un cabinet d'avocats soit capable d'agir. À 13 h cet après-midi-là, il s'était coordonné avec un serrurier agréé, Marcus Webb, 19 ans d'expérience dans la sécurité résidentielle et commerciale. Le genre de professionnel stable et imperturbable qui avait clairement fait ce travail exact des dizaines de fois, et le traitait avec la même énergie qu'il apporterait à changer une serrure pour quelqu'un qui avait simplement perdu ses clés. Je fais ça quelques fois par mois, m'a dit Marcus quand j'ai appelé pour confirmer l'heure. Surtout parce que j'avais besoin d'entendre une voix calme dire quelque chose d'ordinaire. Divorce, expulsion, litiges successoraux. Mon travail, c'est juste la quincaillerie. Le reste, ce n'est pas à moi d'avoir une opinion. À 14h15, Nathan m'a envoyé un texto d'une seule ligne. En position. Je suis resté assise dans ma propre cuisine, à 3 miles de là, fixant mon téléphone, avec l'impression d'avoir avalé quelque chose de déchiqueté. Je veux décrire ce que j'ai ressenti pendant ces 2 heures parce que ce n'était pas triomphant. Je n'arrêtais pas d'imaginer Lorraine arrivant dans l'allée et voyant des étrangers sur la pelouse. Et une vieille partie de moi, la partie entraînée depuis l'enfance à maintenir la paix, à être celle qui s'excusait en premier, même quand elle n'avait rien fait, voulait tout annuler. Je suis resté assise avec mon téléphone dans la main pendant 20 minutes d'affilée sans rien faire d'autre que respirer. Puis j'ai pensé à la cour. 23 parents, silencieux, la voix de ma sœur plate et certaine. Excuse-toi, Claire, ou pars. Pas une seule fois en 6 ans, l'un ou l'autre ne m'avait accordé la même grâce lorsque le doigt était pointé dans l'autre sens. Je n'ai pas annulé. Evan a garé le VUS dans la rue un peu après 17 h, le soleil bas et doré sur la pelouse, et a ralenti la voiture dès qu'il l'a vue. Une berline blanche garée au bord du trottoir. Une grise derrière elle avec un petit logo d'entreprise sur la porte. 3 personnes debout sur l'allée avant. Une en costume tenant une mallette. Une avec une boîte à outils agenouillée à la porte d'entrée. Une tenant une épaisse enveloppe scellée. Mauvaise adresse, a marmonné Evan et est sorti quand même, souriant déjà comme un homme qui n'avait jamais rien perdu de sa vie. Nathan s'est avancé. Monsieur Mercé, mon nom est Nathan Whitmore. Je représente le propriétaire légal de cette propriété. Le sourire d'Evan a tenu.
Le propriétaire est le grand-père de ma femme. Non, a dit Nathan en tendant l'enveloppe. Le propriétaire est Claire Bennett. C'est le moment que j'ai décrit au début. Evan déchirant l'enveloppe sur l'allée, lisant la première page une fois, puis une autre plus lentement, le sourire s'effaçant de son visage en temps réel, tandis que Marcus s'agenouillait à la porte, installant un nouveau pen dormant derrière lui. Lorraine est arrivée 4 minutes plus tard, et je connais cette partie de seconde main par Nathan parce que je n'étais pas là. Je lui avais spécifiquement demandé d'être celui qui gérerait le moment physique parce que je ne me faisais pas confiance pour me tenir sur cette pelouse et rester aussi calme que la situation l'exigeait. Elle est sortie de la voiture en parlant déjà avec le même ton que dans ses textos. C'est insensé. C'est vraiment insensé. Jusqu'à ce qu'elle soit assez proche pour lire réellement les papiers dans la main d'Evan, moment auquel Nathan m'a dit plus tard qu'elle était devenue silencieuse d'une manière qu'il a décrite comme la plus silencieuse qu'il ait jamais vu une personne en colère devenir. Elle m'a posé une question. Nathan me l'a dit ce soir-là au téléphone, elle a demandé « Est-ce que grand-père savait ?» Je lui ai dit la vérité, qu'il l'avait mise en place 11 mois avant sa mort spécifiquement parce qu'il voulait que tu sois protégé. Elle n'a rien dit d'autre après ça. L'accord d'occupation a été résilié pour motif valable à compter de ce jour, avec une fenêtre de 30 jours intégrée pour que Lorraine et Evan déménagent formellement plutôt qu'une expulsion immédiate. Nathan avait insisté sur ce point malgré mon objection initiale, au motif que bien faire les choses importe plus que de les faire rapidement. Étage 30 jours ne vous coûte rien dont vous ayez réellement besoin. L'examen financier a pris encore 6 semaines pour être entièrement résolu. Finalement, l'audit de Priya a confirmé un peu plus de 34 000 $ de fonds de la fiducie détournés sur le compte joint d'Evan et Lorraine sur 4 ans, dont aucun ne correspondait à des dépenses d'entretien légitimes. Le prêt non divulgué d'Evan contre la propriété, utilisant un actif dont il n'avait aucune participation en tant que garantie informelle, a déclenché une conversation séparée avec l'avocat du prêteur privé. Qui a finalement annulé l'arrangement une fois qu'il est devenu clair que la maison n'avait jamais été à Evan pour qu'il puisse la mettre en garantie en premier lieu. Aucune accusation criminelle n'a été déposée. Nathan a expliqué que les poursuivre auraient nécessité un niveau de preuve et un calendrier qui ne valait pas ce que cela me coûterait émotionnellement, et je l'ai cru. Au lieu de cela, un accord de remboursement civil a été structuré par le biais de la fiducie, exigeant que Lorraine rembourse les fonds détournés sur 5 ans, saisis, si nécessaire, sur une partie de toute distribution future qu'elle aurait pu recevoir autrement. Evan a perdu plus que la maison. La nouvelle se propage vite dans une famille une fois que la paperasse remplace les commérages comme la chose à laquelle les gens réagissent réellement. Et au moment où l'examen financier est devenu de notoriété publique parmi les parents, plusieurs personnes qui s'étaient tues dans cette cour, y compris mon oncle Roy, qui avait continué à mâcher sa salade de pommes de terre en fixant son assiette, avait complètement cessé de lui parler. Son propre frère, Peter, m'a dit sans embâche qu'il ne pensait pas qu'Evan comprendrait jamais pleinement ce qu'il avait perdu ce jour-là. Parce que dans la version d'Evan, même des mois plus tard, l'histoire portait toujours sur une épaule frôlée pour laquelle il n'aurait jamais dû faire de scène. Lorraine et moi ne nous parlons plus beaucoup maintenant. Elle m'a envoyé un texto une fois, 3 mois plus tard, une seule ligne. J'aurais dû te demander si tu allais bien avant de te demander de t'excuser. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'y ai réfléchi pendant 2 jours avant de répondre et tout ce que j'ai dit était, je sais, pas un pardon. Pas encore. Juste une reconnaissance qu'elle avait finalement dit la vérité. 7 mois trop tard pour changer ce que cela nous avait coûté à l'une comme à l'autre. Cela fait presque 1 an maintenant. Je vis toujours dans mon propre appartement. Je n'ai jamais emménagé dans la maison de Walter, et je ne pense pas que je le ferai. Nathan m'a aidé à la mettre en location à la place, avec les revenus allant dans un fonds que je ne touche pas parce que la maison n'a jamais été vraiment le but. Je ne voulais pas vivre à l'endroit où ma famille a décidé devant 23 témoins que maintenir la paix n'importait plus que de me protéger. Ma tante et moi parlons plus maintenant que nous ne l'avions jamais fait avant ce samedi. Elle me dit parfois qu'elle pense à la cour, autant qu'elle a attendu avant de prendre le téléphone, aux 4 secondes avant de décider que le silence n'était pas quelque chose avec lequel elle pouvait vivre tranquillement. Je ne lui en veux pas. Je comprends mieux qu'avant combien de temps il peut falloir à une personne pour trouver le courage de dire la vérité à voix haute, et combien il est plus facile de le dire après, seul, là où personne n'a à vous regarder décider. Je pense à mon grand-père plus que je ne m'y attendais. Tu le sauras quand ça comptera, m'a-t-il dit 11 mois avant que tout cela n'arrive, et j'ai passé presque 1 an à supposer qu'il n'avait jamais vraiment voulu dire quelque chose de spécifique par là. Il l'avait fait.
Il avait regardé Evan me piquer pendant des années aux tables de fête, petite remarque par petite remarque, et plutôt que de dire quelque chose lui-même, il avait construit une porte dont je n'aurais pas besoin jusqu'au jour où j'en aurais le plus besoin. Je n'ai détruit personne. Je veux être honnête à ce sujet parce que ce serait une histoire plus nette si j'étais parti avec le sentiment d'avoir gagné quelque chose. Surtout, j'ai l'impression d'avoir finalement cessé d'absorber les choses en silence. La maison n'est qu'une maison. L'argent sera remboursé lentement sur le papier au fil des ans, de la même manière peu glorieuse qu'il a disparu en premier lieu. Personne n'a eu une juste punition dramatique criée à travers une pelouse. Ce que j'ai obtenu à la place était plus petit et plus étrange et je pense plus durable. 23 personnes ont regardé ma sœur me dire de m'excuser ou de partir.